Bonjour, donc bienvenue dans notre webinaire dédié aux collectivités, élus mais aussi techniciens ou chargés de mission de collectivités. Donc ce webinaire aujourd'hui est sur le thème de l'agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol. Donc en se redonnant quelques règles, on va dire, pour ce webinaire, les règles un peu habituelles que l'on peut donner, hein. C'est merci de garder vos micros bien éteints ainsi que les vidéos. Ça évite souvent des problèmes de bande passante et de mauvaise connexion, mauvaise réception. On vous propose, il y aura 2 à 3 temps d'échange au cours du webinaire. On vous propose de poser vos questions par chat. L'un d'entre nous qui présenteront donc vont recueillir les questions et les poser. Donc, en pensant bien à vous identifier en tant que nom, prénom, la commune ou la collectivité pour laquelle vous êtes présent. On tenait aussi à vous redire que le webinaire est enregistré et qu'on pourra faire parvenir le lien vers le replay du webinaire dès qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Ce webinaire est en 3 parties. Une partie de manière un peu générale pour rappeler la différence et les notions de loi sur l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque en espace naturel, agricole et forestier. C'est moi qui vais le faire. Une deuxième partie sur les conditions de développement de l'agrivoltaïsme en Bretagne, en se basant aussi sur le cadre de référence, la doctrine établie par la Chambre d'agriculture. C'est Régis Lecarluère qui le fera. Donc, s'en suivra une série un peu d'échanges autour de cette question de l'agrivoltaïsme. Et une troisième partie sur le photovoltaïque au sol sur terrain culte et non cultivé. Le document cadre qui doit cartographier les terres pouvant recevoir ces panneaux photovoltaïques. C'est Frédéric Quimperletta qui finira. Mais donc, pour lancer ce webinaire, je laisse la parole à Loïc Gins qui va se présenter et qui va introduire, je dirais, le webinaire. À toi, Loïc. Oui, bonjour. Merci à toutes et tous d'être présents et d'avoir répondu à notre invitation. Donc, moi, Loïc Guin, je suis producteur de lait au sud de Fougères, président de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine et en charge pour la Bretagne, pour les chambres de Bretagne, des sujets climat et énergie, entre autres. Effectivement, comme l'a rappelé Fabrice, on va vous présenter différents sujets, mais qui ont tout un lien et un rapport avec le photovoltaïque. Donc, un vaste sujet, un sujet d'actualité dont tout le monde parle. Et on sort d'un space où nombreux étaient les développeurs présents sur ce space. Il y a pour nous 2 sujets. Il y a l'agri-photovoltaïsme qui concerne directement les terres agricoles et les toitures sur terres agricoles. Et il y a le photovoltaïque qui concerne les terres incultes à l'agriculture, tous les délaissés. Et sur ce sujet, c'est un travail que nous avons fait de notre côté. Enfin, nous avons essayé de le faire du mieux possible et le plus précis possible pour identifier toutes les zones qui pourraient accueillir du photovoltaïque, mais qui ne seraient pas classées agri-photovoltaïsme. C'est un travail sur lequel on doit échanger avec vous parce que vous, collectivités qui avez fait ce travail, vous avez identifié l'ensemble de votre territoire sur lesquels qui pourrait accueillir du photovoltaïque. Et dans l'ensemble de votre territoire, il y a l'agri-photovoltaïsme et il y a le photovoltaïque. Donc voilà, il faut bien qu'on ait conscience qu'il y a 2 sujets. Alors, je vais laisser maintenant la parole à nos collaborateurs et nos équipes qui vont vous présenter ça plus en détail. Voilà, merci. Donc, sur la première partie, je vais revenir sur un cadre général, un peu pour bien repositionner les choses. Certains qui ont pu participer à certaines réunions qu'on a déjà proposées l'ont déjà vu, mais je tenais à revenir là-dessus en début de webinaire. On se dit bien qu'il y a d'abord le côté législatif et réglementaire avec la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable de mars 2023 qui a posé le cadre.
on a patienté, on va dire, près d'un an pour pouvoir en connaître ses applications. Et le décret est paru le 8 avril, qui apportait un certain nombre de précisions sur la définition de l'agrivoltaïsme et sur la mise en œuvre du document cadre. Ce décret concerne bien sûr les terres agricoles, naturelles et forestiers. Un arrêté est paru aussi en juillet qui vient continuer de compléter les choses. Il nous manque notamment dans ces lois et dans ces déclinaisons des éléments qui vont spécifier les conditions et ce qui est possible de faire en termes d'agrivoltaïsme sur terres agricoles. Côté profession agricole et chambre d'agriculture, il y a des éléments de doctrine nationale donc, qui posent le cadre à l'échelle nationale de cette ambition en matière d'accompagnement de l'énergie et de lien avec l'agriculture. Hein. La volonté de pouvoir permettre à l'agriculture de produire de l'énergie renouvelable, mais c'est largement le cas depuis de très nombreuses années, notamment avec le photovoltaïque sur toiture et puis la méthanisation et autres biomasses comme le bois. Et puis en Bretagne, il y a eu une doctrine, le projet politique qui a été précisé et qui est paru en avril de cette année largement. Donc on va revenir sur cette présentation de la doctrine. Et de manière opérationnelle, il y a différents dispositifs sur lesquels il ne faut pas, je dirais pas confondre. On tenait à rappeler ces trois dispositifs, même s'il y en a d'autres, pour tout ce qui est mairie, et souvent compilé à l'échelle des comités de communes, agglo ou métropole. Il y a eu la définition des zones d'accélération qui vous a été demandée. C'est le Code de l'énergie qui demandait ça via la loi APER, et donc qui devait préciser les zones pour favoriser le développement des énergies renouvelables, mais bien avoir en tête que c'était toute énergie, photovoltaïque, éolien, méthanisation. C'est ce travail que vous avez fait dès la fin de l'année dernière et les premiers résultats qui vont passer à la Commission régionale de l'énergie début octobre pour voir où on en est en termes d'accélération et de zones définies côté collectivité. Donc ça, c'est un des travaux. La loi a aussi institué pour le développement du photovoltaïque au sol sur les terres incultes ou inexploitées depuis plus de 10 ans. On va revenir sur les définitions dans le webinaire et demande à la Chambre de réaliser un document cadre, donc via le Code de l'urbanisme. Donc, ce document cadre vise à établir une carte des parcelles pouvant recevoir ces dispositifs-là, terres incultes ou inexploitées. Donc, c'est bien une proposition des chambres d'agriculture que l'on va faire au préfet, qui, lui, in fine, devra prendre un arrêté préfectoral. Donc, on peut ne pas avoir les mêmes, puisque les définitions ne sont pas les mêmes, la cartographie peut être sensiblement différente entre les zones d'accélération et ce document cadre. Et le troisième sujet, c'est l'agrivoltaïsme, qui nécessite un avis conforme au CDPENAF introduit dans le Code de l'urbanisme, et qui recoupe à la fois les bâtiments recouverts en photovoltaïque et les installations agrivoltaïques au sol en synergie avec l'activité agricole. Donc, juste bien se redire que le principe général en termes de développement du photovoltaïque et de l'agrivoltaïsme sur les terres agricoles, naturelles et forestiers, c'est un principe général d'interdiction, avec 2 dérogations permises sur des parcelles identifiées incultes non cultivées et sous réserve qu'il y ait bien une compatibilité avec une activité agricole, c'est ce qu'introduit la loi, donc c'est ce qu'on va définir dans le document cadre. Et l'autre dérogation, c'est les installations et les constructions agrivoltaïques avec une notion très forte d'utilité pour l'exploitation agricole. Donc, sans forcément lire complètement ces éléments-là qui viennent préciser pour les installations agrivoltaïques sur les terres agricoles, donc installations agrivoltaïques. Se dire qu'il y a 3 conditions importantes. Il faut que ces installations garantissent l'activité d'un agriculteur actif, qui soit une personne physique ou morale. Il faut une production agricole significative et un revenu durable issu de cette activité agricole. Et c'est là aussi que la doctrine Chambre d'agriculture vient insister sur cette notion de production agricole.
Et puis, il faut que cela apporte à la parcelle au moins un des 4 services suivants, ce qu'introduisait la loi. Donc, l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Et donc, ça, ce sont des éléments importants de services rendus à l'agriculture qu'il faut vraiment démontrer dans tous les projets. Donc, je vais laisser après, dans un deuxième temps, donc Régis Le Carluer venir préciser ça. Et donc, sur ce qui concerne le document cadre pour les terres naturelles, agricoles ou forestières, dits incultes ou non cultivées, se dire que ce document cadre, tant qu'il n'est pas arrêté, nécessitera un avis conforme des CDPENAF, puisqu'on va voir ce document cadre ne sera arrêté que dans un peu moins d'1 an maintenant, en se disant qu'une fois que les parcelles vont être identifiées, toute installation en dehors de ces parcelles ne sera pas possible. Et dans les parcelles identifiées, un avis simple de la CDPENAF sera requis. Voilà donc ce que je voulais repréciser un peu en termes d'introduction technique. Maintenant, on va revenir sur ces notions d'agrivoltaïsme et je laisse la parole à Régis Le Carluer pour présenter l'agrivoltaïsme en Bretagne. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Je veux bien, Fabrice, que tu avances une diapo. Voilà. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez accéder à notre doctrine photovoltaïque qui englobe l'ensemble du développement du photovoltaïque en Bretagne. Donc, bien sûr, l'agrivoltaïsme, soit en téléchargeant via le QR code 6 juin, ou sinon en tapant dans Google doctrine photovoltaïque chambre d'agriculture en Bretagne, et vous arrivez directement sur l'espace de téléchargement. Voilà. Donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet sur l'agrivoltaïsme avec notamment des priorités d'implantation. Donc tout d'abord, donc ça c'est vraiment important de respecter l'ordre, en fait, les élus qui ont construit cette doctrine ont réfléchi dès le départ, dès 2020, à ces priorités-là. Donc c'est important de les rappeler. Quelles sont les priorités d'implantation photovoltaïque? Donc d'abord et déjà sur des bâtiments et installations agricoles nécessaires, et le mot est nécessaire et important. On voit aujourd'hui fleurir des projets de bâtiments dits gratuits qui posent question, avec des bâtiments non adaptés à l'activité agricole. Donc le mot nécessaire est vraiment important sur ces bâtiments agricoles. Mais aussi sur des bâtiments industriels, commerciaux et d'entrepôt-logistique, donc qui peuvent aussi prendre part au développement du photovoltaïque. Dans un deuxième temps, sur les sols déjà artificialisés, tels que les parkings et les friches industrielles, et qui ne peuvent pas être recyclés pour les opérations de renouvellement urbain. Puis sur des sites inaptes à l'agriculture qui ne peuvent plus être utilisés pour de l'agriculture ou de renouvellement urbain, anciennes carrières, décharges, ainsi que sur les plans d'eau. Et aussi, donc c'est en lien notamment avec l'autonomie des exploitations agricoles au sein des sites bâtis des exploitations agricoles, principalement, comme je disais, pour l'autoconsommation, considérant que c'est nécessaire à l'exploitation. Donc, c'est la 4e priorité. Le photovoltaïque au sol peut être installé autour des sites, enfin, au sein des sites bâtis des exploitations agricoles. Et enfin, et c'est la 5e ordre des priorités, envisageable sur des terres agricoles en agrivoltaïsme, à condition de maintenir une production agricole significative et principale, donc, tel que l'a évoqué tout à l'heure Fabrice, et qui va être aussi rappelé tout à l'heure. Sur les grands principes incontournables pour l'agriculture,
Euh, donc la doctrine veut vraiment que les projets agricoles aient une stratégie énergétique d'autonomie et de diversification d'activités. On parle aussi de valeur ajoutée euh, liée à la production d'énergie renouvelable pour les exploitations agricoles, à la différence des projets de rente, en fait, hein. On voit aujourd'hui beaucoup de projets de développeurs qui proposent de la rente. Donc, la doctrine de la Chambre d'agriculture veut vraiment faire le pas de côté sur ce volet économique, mais plutôt parler de valeur ajoutée et d'implication des agriculteurs dans ces projets. Donc, on rappelle que le développement photovoltaïque doit être priorisé sur toiture dès que possible, que le photovoltaïque au sol, agrivoltaïque, pourrait être mis sur du délaissé au sein des sites bâtis. Et puis, pour l'agrivoltaïsme, donc la notion de service qui a été évoquée tout à l'heure par Fabrice et qui va être rappelée dans la diapo suivante, avec un maintien de la production agricole. Il faut qu'elle soit aussi significative et qu'elle n'altère ni la production ni la qualité. Elle doit aussi permettre l'évolution des pratiques agricoles, parce que notre question, inquiétude aujourd'hui, c'est lorsqu'on met une installation agrivoltaïque aujourd'hui pour un atelier, quelque part, elle fige la parcelle dans un atelier d'aujourd'hui, mais demain, voilà comment la parcelle pourra évoluer. Et donc, c'est des questions qu'on a aujourd'hui et dans lesquelles, lors du dimensionnement de projet, il faut intégrer. Voilà. Donc, sur un rappel hein, sur la notion de service. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui que les développeurs parlent de coactivité, de surface minimum pour leur projet. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on la Chambre d'agriculture veut voir. Elle veut voir plutôt des productions agricoles qui doivent dicter la réflexion photovoltaïque et pas l'inverse, hein. On le rappelle, c'est vraiment euh, l'activité agricole qui doit quelque part orienter la conception du projet photovoltaïque sur la parcelle. Et pour ça, donc on rappelle vraiment les quatre services essentiels: l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Donc pour cela, donc on souhaite que systématiquement il y ait une étude préalable euh, qui apporte des garanties justifiant de l'activité agricole, qu'elle soit durable et transmissible. Donc ça, c'est un sujet aussi qui a été euh, débattu et discuté lors de la construction de ce document cadre, de cette doctrine. Et demain aussi la Chambre, alors demain ça va peut-être être arriver assez vite. La Chambre d'agriculture de Bretagne souhaite aussi réaliser ces études préalables pour vraiment vérifier et apporter des garanties que demain il y ait toujours une activité agricole au niveau de l'exploitation, enfin de la parcelle et de l'exploitation. Donc en lien avec la notion de valeur ajoutée pour les territoires, donc la Chambre d'agriculture souhaite que les projets démontrent une viabilité économique à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation, indépendamment de l'activité photovoltaïque. Donc la production agricole dans la loi et les décrets hein, doit rester significative et durable. Et pour cela, il faut vraiment démontrer que l'arrivée de la centrale agrivoltaïque sur la parcelle apporte une viabilité économique agricole et non pas rentrer par du plus lié aux revenus liés à l'énergie. La Chambre souhaite aussi favoriser l'investissement des agriculteurs dans le capital, des projets, de tiers investisseurs territoriaux, notamment via des SEM. On travaille aujourd'hui aussi avec des SDE. Donc là, aujourd'hui, c'est pas des projets qu'on voit arriver, hein. Les projets qu'on voit arriver, ils sont quasiment
tous 100% développeurs, donc investisseurs extérieurs. Donc on rappelle voilà, qu'on souhaite que les agriculteurs s'impliquent et que le collectif s'implique dans l'investissement au capital des projets. Autre volet, dans cette doctrine, la Chambre souhaite limiter les surfaces par exploitation. Donc, on parle de puissance et surface. Donc, le 1 mégawatt crête semble le bon compromis, donc qui correspondrait, selon les densités, de 1 à 3 hectares maxi. Et on souhaite aussi des densités qui n'excèdent pas 25% en lien avec les références de mineral. Et on rappelle que encore une fois, que la production d'énergie doit rester secondaire à l'échelle de l'exploitation. Et le fait de limiter à 1 méga, si on a 1 méga, 2 hectares par exemple, 2 hectares sur une SAU moyenne de 60 hectares, en Bretagne c'est à peu près ça. Voilà, il n'y a pas de risque non plus demain de voir l'activité agricole s'arrêter. Par contre, si, comme on a pu le voir parfois, il y a 40% de la SAU qui est intégrée en agrivoltaïque, ça pose question. Donc on rappelle aussi que, juste Fabrice, il restait un dernier point, si tu peux revenir. On rappelle aussi qu'il faut adapter le type de technologie et les espacements entre équipements à la nécessité de l'activité agricole et de ses potentielles évolutions, notamment la parcelle de main qui peut évoluer, et puis lors de la transmission, le futur agriculteur, il doit pouvoir la faire évoluer aussi. Voilà. Donc, par cette doctrine, la Chambre d'agriculture de Bretagne souhaite un développement raisonné, notamment pour observer aussi, on n'a pas de retour d'expérience sur ce sujet. Donc 2024-2025 vont être des années charnières. On s'implique aussi au niveau du national avec l'Observatoire national en agrivoltaïsme pour avoir des retours sur ce type de technologie, et sur différents types de technologies en fonction des ateliers agricoles aussi qui commencent à être installés. Donc on veut aussi capitaliser, bien sûr. Donc déjà, dans les CDPNAF, étude des projets et refus de tout projet qui ne vont pas dans l'intérêt de l'agriculture et du maintien de la production agricole. Et comme vous l'avez compris, une montée en puissance progressive du développement de l'agrivoltaïsme. On rappelle, en lien avec la loi, ce dernier volet est clairement écrit dans le décret. Pas de projet alibi, des sanctions claires. Donc notamment, il faut un engagement de l'exploitant à maintenir une production agricole. Il y a dans la loi un suivi obligatoire, des contrôles et des sanctions, donc en lien avec l'article qui est cité là. Et donc on appuie vraiment cette notion de suivi et de contrôle, et on pourrait aussi s'impliquer dans ce suivi. Et on rappelle voilà, qu'on peut aller vers un réel démantèlement si les critères de production ne sont pas là au niveau du rendement et de la qualité. Un rappel aussi sur les taux de couverture, parce qu'on voit tout et son contraire dans les projets qui nous sont communiqués. Le taux de couverture dans le décret, c'est la surface maximale projetée au sol des modules divisée par la surface de la parcelle agricole. Attention, la surface de la parcelle agricole, ce n'est pas forcément celle de la parcelle cadastrale. Donc, on voit souvent des biais là-dessus qui sont plutôt favorables aux développeurs, mais voilà, il faut vraiment appliquer le calcul tel que le décret l'indique. Quelques notions aussi de puissance à l'hectare. Donc, dans notre doctrine, on parle d'un taux de couverture idéal de 25%. Donc, ça correspond à 0,5 mégawatt crête pour 1 hectare. Voilà.
Alors, le 1 mégawatt crête, il y a souvent fait discuter en disant, voilà, la Chambre d'agriculture, par sa doctrine, ouvre un peu, mais en même temps, 1 mégawatt crête, les projets aujourd'hui sont bien au-dessus et du coup, se pose la question de rentabilité. Effectivement, à 1 mégawatt crête, il n'y a pas de rentabilité si les progrès de développeurs sont en lien avec des appels d'offres de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, ou des contrats de gré à gré où les tarifs sont très très bas. Par contre, il y a un nouvel arrêté tarifaire du photovoltaïque S24 qui est en cours, qui peut favoriser ces projets-là. Et on souhaite aussi que les opérations d'autoconsommation collective s'adossent à ces projets-là de 1 méga. Et c'est le cas dans le projet de nouvel arrêté tarifaire. Donc ça veut dire que on pourrait voir des rentabilités arriver avec un tarif garanti minimum et de l'autoconsommation collective adossée au projet agrivoltaïque. Donc voilà, et on a ce 1 méga, il ne faut pas le refermer en disant que ce n'est pas rentable. On pourrait trouver une rentabilité avec notamment des investissements agriculteurs ou citoyens, locaux, tiers investisseurs, et aller sur le schéma d'un nouvel arrêté tarifaire S24 et l'autoconsommation. Voilà, je vous remercie et puis peut-être quelques questions. Ouais, on a eu 2 questions, Régis, sur le film et la première, je pense que tu as un petit peu répondu déjà parce que c'était monsieur Richard qui notait qu'aujourd'hui, les projets qui sont vus sont plutôt de 5 mégawatts crête sur des surfaces de 7-8 hectares. Donc, tu as déjà donné, je pense, des éléments de réponse. Et après, on a eu une deuxième question de monsieur Pichon, qui est maire d'une commune dans le 56. Qui nous demande notre avis de la Chambre sur les panneaux sur ombrières, des ombrières à plus de 2 mètres pour des exploitations laitières, en sachant qu'il y aurait des promoteurs qui auraient déjà effectué des cartographies au niveau de la commune, en croisant la PAC et les parcelles énerbées, voilà, pour étudier un peu la rentabilité. Donc, il nous demande un petit peu voilà, notre avis. Ok. Donc, on a une réflexion aussi sur notre station expérimentale de Trévarez. Et pour l'instant, on ne part pas en tout cas sur l'ombrière. On part plutôt sur du tracker un axe. L'ombrière nous semblait pas judicieuse parce que sur une prairie temporaire, en fait, au bout de 5 ans ou 7 ans, lorsqu'on doit faire intervenir les machines, l'ombrière nous semble pas du tout appropriée. Tandis que le tracker un axe, on peut, avec des densités justement de 25%, des intervalles minimum de 12 mètres, on peut quand même intégrer une parcelle de blé ou maïs et pour garder la rotation qui est de 5-7 ans en prairie et puis après 3 ans, 3 ans de céréales. Donc voilà pourquoi nous on a des questions sur les ombrières là. Alors ça coûte beaucoup moins cher à installer, les ombrières, que les trackers. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'entrée développeur est encore économique, elle est encore photovoltaïque, elle n'est pas agricole. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Attention, lorsqu'on a une entrée économique énergie, euh, on a des inquiétudes sur le maintien agricole de la parcelle de main. Ok. On a une question, monsieur Salut, qui lève la main. Je vais essayer de l'autoriser. Utiliser le micro. Hop. Monsieur Salut, est-ce que vous pouvez poser la question? J'ai l'impression que ou alors je vous invite à la poser par écrit. En attendant, on a une autre question. Alors, madame Le Gat qui demande: «Est-ce que le taux de couverture et l'avis CDPENAF s'appliquent aux trackers
ou juste aux panneaux solaires? Dans notre Ah, doctrine, le taux de couverture, c'est un ensemble, oui, les trackers aussi. alors, et sur la même question, du coup, il y avait Monsieur Courrouche de la DDTM 22 qui rebondissait en disant que pour les trackers, il sera difficile de montrer qu'ils répondent à un des 4 services. Donc seront-ils considérés comme de l'agrivoltaïsme? Voilà, je ne sais pas si tu as une Donc réflexion c'est là-dessus. en fait, il y a deux possibilités, agrivoltaïsme ou PV au sol sur terrain culte, donc qui va être détaillé juste après. Si le projet photovoltaïque n'est pas dans la cartographie, il doit forcément être agrivoltaïque et donc justifier de tout ce qui est indiqué dans le décret, notamment la notion de service, production agricole significative, maintien de revenus durables. Donc, un tracker, le tracker 2 axes, tel qu'on voit aujourd'hui beaucoup pour l'autoconsommation. Si ce n'est pas au sein des bâtis ou sur du PV au sol sur terrain culte lié à la cartographie, ça doit forcément être agrivoltaïque, donc justifié des 4 services au minimum, d'un des 4 services au minimum. Ok. Petite question aussi sur les ombrières, parce que voilà, tu viens d'expliquer un petit peu les ombrières. Est-ce que par contre, sur des chemins d'accès aux parcelles, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager, à notre avis? Oui, Monsieur là, Verdier pourquoi? pose cette question. Effectivement, ouais, pourquoi pas, oui, oui, Ok. ouais. Madame Gallon, vous avez indiqué que l'étude préalable pour un projet agrivoltaïque pourrait ou devrait être réalisée par la Chambre d'agriculture. Et elle te demande si tu peux développer un petit peu plus. Est-ce que ça serait obligatoire de passer par la Chambre? On Non, nous non, sollicitait pour cette étude. non, enfin, l'agriculteur ou le développeur est libre de faire une étude préalable agricole avec n'importe quel bureau d'études. Et aujourd'hui, la Chambre d'agriculture veut s'impliquer dans la réalisation de ces études préalables. Donc, dans le quart d'heure, là, on n'est pas encore prêt à le faire, mais on y travaille pour pouvoir justement répondre, j'espère, en 2025, à la réalisation de ces études préalables agricoles, qui seraient du coup réalisées par si c'est un projet sur du bovin-lait, par un conseiller expert bovin-lait, pour vraiment vérifier que l'intégration d'une centrale photovoltaïque sur les parcelles justifie déjà la notion de service et ne détériore pas ou améliore les revenus agricoles, la notion de rendement, qualité, tout ce qui est dans le décret. Donc ça serait vraiment réalisé par une entrée purement agro. Ok. Et du coup, monsieur Salut, je crois que vous avez Oui, réussi du coup à vous activer. Donc, vous oui, vouliez poser une question? ouais, Allez-y. vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, la doctrine telle que vous la souhaitez, parce que vous avez parlé plusieurs fois de souhait, si elle est appliquée, elle ne sera pas conforme, je dirais, à la loi et au décret, c'est-à-dire qu'elle limite les surfaces et elle limite également d'une manière plus restrictive les panneaux au sol. Donc, est-ce que je dirais, vous êtes conscient et que vous êtes prêt à accepter je dirais, des recours si la doctrine telle que vous la souhaitez est appliquée? Effectivement, ce sera en CDPNAF, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, la Chambre d'agriculture siège en CDPNAF, c'est un avis conforme CDPNAF. Et pour l'instant, en tout cas au démarrage, elle va appliquer ce qui est écrit dans la doctrine. Alors, le 1 mégawatt crête, attention, ça ne veut pas dire qu'à 2 mégas, la Chambre refusera. Le mot quand vous allez télécharger la doctrine, il y a un mot qui est derrière qui est important, semble approprié. Semble plus approprié. Voilà, après, chaque cas est différent, mais ça ne veut pas dire qu'un 5 mégas sera systématiquement refusé si il coche vraiment toutes les critères qui assurent que le projet est vraiment agrivoltaïque et restera demain. Voilà. C'est tout le travail de la CDPNAF. Et le 1 méga,
c'est aussi pour dire que la Chambre d'agriculture veut un développement limité et qu'il y ait peut-être plus d'agriculteurs impliqués et plus de projets agriculteurs qu'un seul projet au sein d'un territoire et qui prend tout le poste source aussi, parce que c'est ça aussi le sujet. Le 1 méga se raccorde facilement à 1000 volts. Et quand on passe sur des puissances plus importantes, c'est des raccordements en poste source. Et tant qu'à se raccorder au poste source, on essaye de le remplir. Et du coup, c'est des surfaces beaucoup plus importantes et des puissances plus importantes. Vous dites que là, dans les CDPNAF, la doctrine sera appliquée. Il me semble que la CDPNAF doit se prononcer et voter une doctrine. Pour l'instant, ce n'est pas celle-là. C'est un vote de la Chambre. Adopté. Non, un vote de la Chambre. Voilà. Ça sera le vote de la Chambre, ce n'est pas une doctrine CDPNAF. On est bien d'accord. Tout à fait. Je me permets juste de compléter. Ce qui était important à un moment pour la Chambre d'agriculture, c'était de repositionner le projet agricole dans le projet agrivoltaïsme. Les premiers projets qui nous sont arrivés, dits agrivoltaïsme, étaient portés essentiellement par le développeur sans prendre en compte le système de production et l'exploitation. On a eu des retours où des jeunes qui voulaient s'installer se sont vus même perdre la possibilité de s'installer sur certaines exploitations, priorité au projet agrivoltaïque. On a vu des projets où le projet agrivoltaïque pourrait remettre en cause des questions de plan d'épandage pour les exploitations et de remettre en cause pour le voisin la possibilité de maintenir sa production agricole. Donc, vous voyez bien que notre rôle aussi, c'est de rappeler que l'agrivoltaïsme, c'est d'abord une exploitation agricole qui a sa production et qui arrive avec un complément en agrivoltaïsme et pas l'inverse. Et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir, je reviens à la première question de M. Vianney, je dirais des différences d'intérêt aussi. Et quand on parle de taux de rentabilité, on ne parle pas de la même chose aussi en termes de souhait de rentabilité d'un développeur que d'autres projets. Donc voilà, c'était aussi pour mettre l'accent sur le projet agricole qui est le fondement. Et l'agriculture, c'est quand même la production de denrées alimentaires, c'est quand même le fondement aussi de l'agriculture. Et c'est important de bien rappeler tous ces éléments-là. Mais c'est ce qui est prévu dans le décret et la loi. Oui, mais les premiers projets qu'on voyait ne parlaient même pas de services rendus à l'agriculture. Fabrice, je propose qu'on avance parce qu'on a plein de questions et si on fait arrêter d'ici 10 minutes cette séance-là, ça va. Monsieur Rigaud, vous aviez posé une question, mais on y répondra quand on parlera du document 4. Donc, pour le moment, je la mets en attente et vous nous redirez si ça ne répond pas, mais ça sera explicité après. Madame Philippe, il nous demande si, pour aider la CDPNAF, la Chambre prévoit des suivis de projets réalisés comme exemple ou indicateur. Est-ce qu'on a des projets en cours là-dessus? Non, il n'y a pas de projet encore réalisé, mais effectivement, déjà dans la loi, la Chambre d'agriculture est ciblée pour faire les suivis, tels que d'autres bureaux de contrôle. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans cette phase-là. C'est peut-être la phase suivante des études préalables agricoles qui serait réalisée aussi par la Chambre. Après, on nous demande notre avis sur, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, sur le projet de 6 ans pour lequel une ferme a été démantelée dans le seul but d'y installer du photovoltaïque au sol. Madame Le Borgne. Ah non, Monsieur Le Borgne, pardon. Fabrice, je ne sais pas si ce projet-là… Non, je n'ai pas d'éléments particuliers en tête à présenter là. On pourra revenir vers cette personne. On pourra revenir vers la personne, oui, tout à fait. C'est effectivement tous les risques, tous les points de vigilance que nous avons. Hein. On voit aujourd'hui, par notion de rente, hein, voilà, des choses qui pourraient arriver à ce type d'exemple. Mais pour ça que la doctrine et limiter les surfaces et les puissances nous semblait pour les élus la bonne option. Une question sur les périmètres de captage d'eau potable, sur lequel on nous demande, Monsieur Lebeu, sur les périmètres A, toute activité agricole est interdite, hein, à l'exception de la fauche ou du ramassage de l'herbe. Est-ce qu'il est possible d'avoir une dérogation pour une installation photovoltaïque au sol ou en agrivoltaïsme? Donc, effectivement, donc ça a peut-être été évoqué tout à l'heure, tu pourras du coup compléter.
parce que c'est la présentation que tu vas faire juste après. Mais si c'est une terre agricole, si elle n'est pas dans la cartographie, il faut forcément rentrer par une entrée agrivoltaïsme. Donc justifier la notion de service, production agricole significative derrière. Donc les périmètres de captage, nous les considérons en projet agrivoltaïque. Je te laisse compléter, Federica. Ouais, on verra ça. Ça sera plus clair, je pense qu'on expliquera tout à l'heure la méthodologie qu'on a mis en place et s'il y a encore des questions qui subsistent, j'invite la personne plutôt à reposer la question. Il nous reste 2 questions. Avons-nous des informations sur l'arrêté S24? Car sans cet Oui. arrêté, c'est pas possible. Voilà. Tu as des éléments, Régis? Oui, j'ai des informations parce que j'ai vu passer des projets d'arrêté, mais dans cette présentation, je n'ai pas voulu mettre de chiffres parce que rien n'est gravé dans le marbre. Oui. Donc on espère que ce soit un S24 et pas un S25. Voilà, si c'est S24, ça ne devrait pas tarder à sortir. Et bon, oui, on a vu passer le projet d'arrêté, oui, tout à fait. Ok. Tu n'as pas d'idée, par Je ne contre, peux pas le du diffuser. délai? Là. Non, mais même le délai avec lequel. Non, aujourd'hui, le bah, contexte voilà, actuel, c'est bon. avec tout ce qu'on connaît, qu'on sait au niveau de la relance du gouvernement et derrière du vote des décrets, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Ok. Et j'ai une question. Madame Sablé qui nous dit que c'est bien de souhaiter que les agriculteurs soient porteurs de projets plutôt que les développeurs, mais qu'en fait, c'est compliqué du fait que les revenus photovoltaïques mettent plus de 6 mois après la mise en service. Les premiers revenus à rentrer, ce qui rend plus compliqué le montage financier du projet. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse là-dessus. Oui, alors, du coup, si c'est lié à un S24, ce sera plus facile, puisque aujourd'hui, si on n'est pas dans des arrêtés tarifaires, on est à la creux, et du coup, effectivement, c'est des parties administratives et financières qui est très complexe, et que les développeurs énergéticiens maîtrisent. Donc, effectivement, il faut que ce soit lié à un S24, oui. Alors, on va prendre une dernière question. C'est Monsieur Salin qui avait levé la main. Donc, Monsieur Salin, normalement, vous pouvez réactiver votre micro et poser la question. Voilà, allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, donc je suis maire d'une commune et donc il y a un poste source sur la commune. Et donc j'ai reçu dernièrement un agriculteur avec un développeur qui a son siège d'exploitation sur la commune voisine. Et il voudrait développer un parc donc agrivoltaïque au niveau donc autour du poste source qui ferait 33 hectares. Donc il me dit ça comme ça et je trouve que en plus sachant que les terrains ne lui appartiennent pas, je trouve que c'est un peu dur, un peu gonflé de faire des projets quand les terrains n'appartiennent pas à l'agriculteur. Et je trouve que ça commence quand même à être vraiment important, quoi. 33 hectares, c'est quand même vraiment très très important. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben oui, tout à fait. On a parlé de 1 hectare, entre 1 et 3 hectares qui correspond à 1 méga selon la densité qui semble plus appropriée, hein. Donc c'est tout ce sujet-là, hein. Et voilà, 33 hectares, si la surface de l'exploitation est de 90, déjà ça fait un tiers de la surface d'exploitation en agrivoltaïsme. On a de forts doutes que demain il n'y ait plus d'agriculteurs, quoi. Donc aujourd'hui en CDPNAF, je ne crois pas que ces projets-là, en tout cas que la Chambre votera pour ces projets-là, c'est sûr. Ok. Du coup, je vous invite à refermer votre micro, Monsieur Salin, pour pas avoir de bruit, merci.
Est-ce qu'on a le temps de prendre une toute dernière question Je pense qu'on va avancer, Federica, vu l'heure. Ok, on va revenir après. Merci. Très bien. Du coup, je prends la main. Donc, Federica Perletta, je travaille moi aussi à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Hein, et on va vous expliquer comment on a fait tout ce travail que Fabrice il a déjà un petit peu évoqué pour la mise en place de ce document cadre. Donc, très rapidement, la loi, Fabrice il a déjà présenté le contexte de la loi du 10 mars 2023 qui donne la main aux chambres d'agriculture pour élaborer ce document cadre. Ce n'était pas une obligation, mais quand même, la Chambre d'agriculture de Bretagne a souhaité réaliser ce document-là. Hein. Donc, nous sommes en train de l'élaborer. Ce qui nous dit la loi, de manière un peu plus précise, c'est que très clairement, la loi elle dit qu'aucun ouvrage photovoltaïque hors installation agrivoltaïque, qu'on vient un petit peu de décrire, ne pourra être implanté sur une commune en dehors des surfaces qui seront identifiées dans ces documents. Ces documents cadres, il est bien sûr élaboré par la Chambre d'agriculture qui va le proposer au préfet de département. Donc, ça reste un document départemental qui sera après le préfet, en fait, qui va prendre l'arrêté pour le rendre opposable. Ce document permettra aussi de réglementer la localisation de ces projets et leurs conditions d'implantation. Et ce qu'il faut retenir comme ligne de fond sur ce document cadre, qui est ces surfaces doivent être définies, c'est comme ça qu'il nous dit la loi, en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Donc la possibilité de production agricole primera toujours par rapport à la localisation de ces parcelles. Du coup, ce qu'il faut retenir, parce que ça c'était ce qui nous disait la loi, en sachant qu'il y a eu 2 décrets qui sont sortis, un décret et un arrêté qui sont sortis en avril de cette année-là, 8 avril 2024 et en juillet 2024, qui nous ont permis d'aller un peu plus loin dans la définition de ce document-là. Ce qu'il nous dit, ces décrets du 8 avril 2024. En gros, il dit que sont possibles d'être inclus dans ce document cadre les sols incultes et les sols non exploités. Et par contre, il nous dit qu'il faut très clairement exclure du document cadre les surfaces exploitées, les surfaces avec potentiel agronomique, les ZAP, les zones agricoles protégées. Maintenant, en Bretagne, on en a très peu, mais il peut encore subsister. Et il nous demande, ce décret-là, d'exclure tous les périmètres des AFAF, donc les aménagements fonciers, en cours, donc actuellement en cours, ou alors clos depuis le 8 avril 2014. Donc voilà, on remonte assez loin. Quand le décret nous dit que les sols incultes, le sol non exploité, peuvent être inclus dans ce document cadre, si on veut essayer d'avoir une petite définition de qu'est-ce que c'est ces sols incultes, les sols incultes sont définis par le décret comme les sols où l'exploitation agricole ou pastorale est impossible pour des raisons topographiques, pédologiques et climatiques ou alors administratives. Ou alors, c'est des sols qui ne rentrent pas dans aucune des catégories présentant de forts enjeux de stock carbone, de production sylvicole ou d'enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité des paysages. Donc là, on est sur la liste des bois qui ont été en fait listés par l'arrêté de juillet 2024. Donc là, c'est une liste très précise. Et si on parle des sols non exploités, c'est tous les sols qui peuvent être non exploités depuis une durée minimale de 10 ans à partir de la sortie de la loi APR. Donc, c'était des sols qui ne sont plus exploités, mais qui n'étaient pas exploités avant le 20 mars 2013. Hein. Donc, c'était des sols qui, même s'ils ont été exploités une seule fois, une seule année déclarée à la PAC, ou sur lesquels il y a une rotation depuis moins de 10 ans, ces sols-là ne pourront pas être considérés comme non exploités, donc seront exclus du document cadre. Aussi, ce qui est très important de ces décrets du 8 avril, hein, qui a donné vraiment l'armature de la modalité de réalisation du document cadre, ce décret du 8 avril ouvre également à toute une liste assez importante, hein, parce qu'il y a plein de listes de surfaces énumérées
qui peuvent être inclus dans le document cadre, mais il faut faire très attention parce que ce n'est pas des inclusions de fait, c'est des inclusions, c'est comme ça qu'il dit le décret, sans préjuger des conditions mentionnées précédemment. Ça signifie quoi? Que c'est un des parcelles rentrées dans la liste que vous voyez affichée dans le diaporama, elle ne peut rentrer de fait, mais que si elle n'est pas, que si elle est inculte ou non exploitée. Ça signifie que si j'ai un ancien site pollué ou autre chose, ou un délaissé, mais qui ont été déclarés là pas exploités, elles ne pourront pas rentrer de fait dans le document cadre. Donc, il faut faire très attention. Sur toute cette liste-là, j'aimerais attirer l'attention sur 2 points principaux. Celle que vous voyez entourée en rouge, que ça concerne les anciennes carrières ou les anciennes mines ou les anciennes installations de stockage de déchets dangereux qui peuvent rentrer, sauf si l'arrêté de ces secteurs-là prévoyait la mise en culture. Si l'arrêté préfectoral prévoyait que ces sites-là soient mis en culture après utilisation, on ne pourra pas les inclure de fait. Et aussi, et ça répondra à la question qui était posée tout à l'heure dans le fil, sur l'avant-dernière ligne hein, qui est en gras, en fait, le document cadre ouvre la possibilité de faire du photovoltaïque au sol aux parcelles non exploitées et situées à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'une exploitation agricole. Donc, c'était le cas qui était cité tout à l'heure dans les questions. Donc, toutes ces parcelles-là, du moment où on a une parcelle qui serait un délaissé, qui ne serait pas exploitée à proximité de bâtiments agricoles, donc notamment on peut penser plutôt à des projets portés par des exploitants agricoles qui ne pourraient pas faire, qui ne veulent pas faire de l'agrivoltaïsme ou qui ne peuvent pas mettre ces bâtiments sur toiture, en fait, hein, comme on a dit tout à l'heure, Régis, qui est quand même la priorité numéro 1 pour nous sur les sites, ils pourraient, s'ils ont un délaissé, mettre des panneaux photovoltaïques au sol. Chose importante à savoir, tous ces parcelles-là, comme les bois, en fait, c'est des parcelles qui, le décret nous dit, ne doivent pas être repérées sur le document cartographique. Donc, le document cadre ouvrira à leur localisation en définissant les critères précis, mais vous ne les retrouverez pas dans la cartographie. Voilà, parce que ça, c'était vu, c'était quelque chose de assez compliqué à réaliser. Voilà. Concernant la procédure, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? À partir du 9 avril 2024, les textes nous donnaient 9 mois pour transmettre notre document au préfet. Donc là, on est en plein dedans. À partir de janvier 2025, quand le document sera transmis à chaque préfet départemental, le préfet, il aura 6 mois pour mettre en place la consultation officielle, parce qu'en fait, très clairement, c'est le préfet qui est responsable de la consultation officielle qui aura lieu du coup dans cette délai de 6 mois. Donc, en début juillet 2025, le document cadre sera arrêté, il y aura 1 mois et sera applicable à partir du 9 août 2025. Et donc, c'est à partir de ces moments-là qu'il y aura une saisine obligatoire des CDPNAF avec un avis simple sur ces terrains. Voilà. Et normalement, plus aucun projet pourra se réaliser de photovoltaïque au sol en dehors de ces parcelles-là. Hein, donc il faudra qu'on soit très clair là-dessus. Les seules parcelles qui pourront se réaliser, les seuls projets seront celles qui seront en fait dans cette cartographie-là et qui rentreront dans le cadre de ce document-là. Donc, je viens de vous dire que la consultation officielle était prévue par le préfet. Ceci étant dit, la Chambre, quand il a validé, la Chambre de Bretagne, quand il a validé sa manière qu'il allait réaliser le document cadre, on a quand même prévu une phase de concertation parce qu'on ne se voyait pas aller travailler tout seul dans notre coin et aller proposer un document au préfet qui serait mis que ce moment-là à la consultation normalement des EPCI. Donc, on a quand même décidé de faire une concertation préalable hein, qui démarre, on va dire, aujourd'hui avec la présentation par ce webinaire et dont les modalités, je vais vous expliquer tout de suite. Et voilà, et cette concertation-là, on va l'étaler et ça nous permettra déjà d'avoir un échange avec les collectivités avant de transmettre le document au préfet. Et du coup, vous
vous préparer à la consultation officielle. En même temps, on a décidé de concerter, comme les EPCI aujourd'hui, aussi le monde agricole, hein, donc on le fera par le biais de nos comités territoriaux et aussi des rencontres avec des partenaires autres qui peuvent être par exemple les forestiers ou la SAFER, etc. Voilà. Je continue, on prendra les questions tout à la fin, j'imagine. Comme on a réalisé ce document cadre, en fait, très clairement, il faut se dire que ce n'est pas très simple, hein, parce que voilà, on doit le réaliser au niveau d'un périmètre très, très vaste qu'on n'a pas beaucoup de temps au final, parce qu'on n'a que 9 mois pour le mettre en place. Et on a décidé, comme au niveau national, hein, c'est une méthodologie qui est un petit peu validée aussi dans la discussion entre Chambre de France et le ministère. C'est un travail géomatique, automatique, par lequel, en fait, on vient partir de la surface totale du territoire et on va venir soustraire ou rajouter, selon le type de données qu'on a, toute une série de couches différentes qui nous permettent, en fait, d'arriver au final avec les parcelles qui seraient compatibles avec ce projet de photovoltaïque au sol. Donc, en termes pour illustrer la méthode, on part de notre surface totale du territoire. On est venu exclure, en sachant que nous, dans ce document cadre, c'est dans les zones agricoles, naturelles et forestières, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. On est venu exclure au départ toutes les parcelles à vocation agricole et exploitable, qui ont été exploitées au moins une fois depuis 10 ans, comme je vous ai expliqué au départ. Pour cela, on a utilisé plusieurs sources. On a utilisé le RPG, qui est la déclaration PAC, hein, et le RPG complété, qui est une déclaration PAC plus, on va dire. Après, on avait le choix, selon les collectivités, les secteurs, d'utiliser l'OCS. Mais nous, en Bretagne, l'OCS, c'est une donnée cartographique de l'État, mais qui n'est pas encore disponible de manière officielle ici en Bretagne. Donc, en fait, en Bretagne, on a décidé d'utiliser, du moment où on n'avait pas l'OCS, le MOS, fait par la région, avec ses qualités et ses défauts que vous, en tant que collectivité, vous connaissez, hein, il y a possible qu'il y ait des erreurs, etc. Mais c'était une base qui était uniforme au niveau de la Bretagne et qui était assez récente et elle était réalisée sur la même logique que les OCS. Voilà. On est venu exclure donc tous les parties agricoles. On a exclu toutes les zones artificialisées en utilisant aussi les données qu'on avait à disposition, dont le MOS, parce qu'en fait, on ne s'occupe que des parties agricoles, naturelles et forestiers. On est venu exclure tous les secteurs de fait qui sont exclus de fait par le décret. Donc, ce qui nous concerne, nous, en Bretagne, c'est normalement les aménagements fonciers, agricoles et forestiers. Là, du coup, il y a les communes, il peut y avoir des communes, des portions de communes qui sont exclues de fait dans cette version-là du document cadre. On est venu après exclure, et ça, on l'a fait en accord, en discussion avec les DTM et donc les services du préfet aussi, toutes les zones en fait naturelles qu'on pouvait rencontrer, comme les zones humides, les SNIEF de type 1 plutôt, et pas les types 2 qu'on a du coup introduits, certaines protections biotopes, etc. Vraiment toutes les zones naturelles à fort enjeu qui du coup, voilà, ne semblaient pas adaptées pour recevoir ce type de projet. On a pu à l'exclure, mais ça, c'est des données plus anecdotiques, des surfaces qui seraient en zone d'irrigation, d'autres choses, on n'en a pas énormément ici en Bretagne, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ça sera peut-être, ça donnera des échanges plutôt qu'on sera auprès des collectivités, hein, dans les bilatérales, vous verrez après. Et une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve en fait avec tout ce qui reste, c'est les surfaces qui peuvent potentiellement venir accueillir du PV au sol. Chose que je n'ai pas dit avant de vous montrer les cartes, c'est que ces filtres-là peuvent bouger. Et en fait, de toute manière, ce qui est déjà prévu dans les tests, c'est que le document cadre est élaboré une fois pour une durée maximale de 5 ans. Donc, à minima, tous les 5 ans, on devra refaire ce travail-là. Ce qui permettra peut-être de réintroduire parfois certains territoires qui pour le moment sont exclus de fait, comme je pense les AFAF, hein, les communes qui sont en AFAF, pour un AFAF terminé depuis plus de 10 ans. Bon, on verra, on pourra peut-être les réintroduire par la suite dans le document cadre.
Donc, juste à titre d'exemple, on a pris une collectivité en Bretagne et on voit bien, tu peux passer Fabrice, que un passage des filtres successifs, on arrive à celle qui est la carto définitif de la collectivité qui nous donne aujourd'hui les surfaces repérées comme pouvant accueillir. Maintenant, une fois qu'on a fait ce travail-là, donc il est réalisé aujourd'hui, il est disponible, comment on va faire pour la mise en place de la concertation avec les collectivités? En fait, on a prévu de transmettre aux collectivités, mais plutôt au niveau des EPCI, parce qu'on a un délai qui n'est pas très long, donc vous verrez derrière, donc ça sera plutôt les EPCI, notre porte d'entrée. On a décidé de mettre en disposition, comme vous avez déjà l'habitude de faire aujourd'hui pas mal en termes d'urbanisme ou d'autres documents qui sont approuvés sur vos territoires, d'utiliser en fait une application internet UMAP qui permet de transmettre des données géomatiques, cartographiques, qui c'est quelque chose d'accessible et libre par tout le monde. On a fait une carte par EPCI, tu peux passer peut-être à la diapo d'après. Ça nous permettra de... Voilà. Donc, ça signifie que vous aurez accès à un donné, vous pourrez aller zoomer chacun sur sa collectivité pour aller regarder, vous aurez les limites de communes, je pense que vous avez l'habitude. C'est un logiciel qui est assez simple, qui nous permet de faire de la navigation et de la visualisation de données cartographiques assez simples, avec des zooms, des allers-retours, plus ou moins des filtres et des couches à utiliser. Les lieux-dits, ils pourront être affichés, vous pourrez utiliser différents types de fonds. Quand on va cliquer sur chaque parcelle, parce que voilà un exemple de quand on clique, qu'on est sur sa commune ou qu'on va regarder, vous aurez les informations de base sur cette parcelle-là, donc où on est, quel cadastre, l'identifiant de la commune, la surface de la parcelle et sa nature. Et qu'est-ce que voilà le type de parcelle qu'on aurait pu identifier. Quand vous allez pouvoir regarder ce document-là, il y aura plusieurs points de vigilance qui vont être très importants, qu'on va de toute manière vous remettre, etc. Il faut faire très attention parce que je vous ai dit, là, on est sur une phase où on a réalisé un travail géomatique automatique dans lequel, pour ceux qui font de la carto, on a superposé plusieurs couches à notre fond de base qui est le fond cadastral, parce qu'on travaille à la parcelle cadastrale. Ça signifie que quand on superpose plusieurs couches, on a des problèmes de découpe de couches qui ne se superposent pas de manière précise. Ce qui donne, par exemple, vous le voyez affiché à l'écran, une parcelle tout à fait logique, et après on a tout un contour. Donc c'est des résidus de découpage qui aujourd'hui sont présentes dans cette version qu'on va appeler Martyr, qu'on va vous envoyer, mais qui ne seront pas en fait présentes dans la version finale. On va nettoyer la carte de toutes ces erreurs de découpage, mais pour le moment, on ne l'a pas fait parce que très clairement, c'est un travail qui va être très long et qu'on ne va réaliser que sur une carte qui a déjà subi une certaine concertation. Donc, nous, voilà, ces parties-là, il y en a plein, ne vous concentrez pas sur ces délaissés-là. On ira les enlever. Deuxième point de vigilance, ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui à une première version, qui est une version qui sera sûrement corrigée avant la transmission au préfet. C'est vraiment un document martyr, il faut le prendre comme ça. C'était un travail assez compliqué. Donc voilà, c'est important à prendre en compte. Et le troisième point de vigilance, ça vaut pour les quarts de travail, mais ça vaudra aussi par la suite, c'est qu'en fait, le travail, comme nous, on l'a organisé, va repérer tout un certain nombre de parcelles qui sont compatibles avec l'installation de panneaux photovoltaïques. Ça ne signifie pas que c'est forcément des parcelles qui, à terme, pourront accueillir du photovoltaïque. Je vais m'expliquer mieux. Par exemple, on a décidé de faire ce travail-là sur toutes les communes du département. Or, il y a certaines communes, comme par exemple les communes littorales, où des lois particulières s'appliquent en termes d'urbanisme. On sait que, par exemple, sur ces communes-là, les panneaux photovoltaïques au sol ne pourront pas trouver lieu. Donc, bon, nous, on a décidé de les intégrer parce que c'est des parcelles compatibles. Donc, pour le moment, ces communes-là ne pourront pas accueillir des projets photovoltaïques ou alors que sur les parcelles définies par décret, parce que c'est un peu particulier le traitement de ces communes-là. Ou alors, tous ces parcelles-là pourront
devront être soumis à l'étude d'impact. Ça signifie que certains des parcelles que nous, on a repérées, ça se peut que l'étude d'impact démontre que l'installation ne sera pas possible. Ou alors, on se retrouvera sur des parcelles compatibles, mais de très faible surface. Donc là, ça sera des raisonnements plutôt économiques. Mais le choix qui a été fait, là encore en discussion avec les services de l'État, c'est de créer vraiment un document où nous, on met les parcelles compatibles et après, les porteurs de projet verront si le projet est réalisable par la suite. Voilà, en termes de points de vigilance. Comme on va organiser la concertation, donc je l'ai dit, notre porte d'entrée, ça sera l'EPCI. Ça signifie que cette semaine, on va transmettre tous les éléments à les communautés de communes, etc. On va mettre en place une concertation sur une durée limitée, parce qu'après, nous, on doit retravailler la finalisation pour pouvoir transmettre au préfet avant fin d'année. Donc, la concertation démarre aujourd'hui, officielle, et on a mis une date de fin qui est le 8 novembre. Donc, c'est qui laisse 1 mois et demi aux collectivités et aux communes, etc., pour organiser les remontées. On est à disposition, bien sûr, pour aller rencontrer chaque collectivité à votre demande pour que, du départ, on puisse peut-être expliquer un peu mieux techniquement comment on a mis en place le document cadre, au moins le repérage cartographique du document cadre, pour pouvoir échanger, en fait, par rapport aux certaines questions qui pourraient avoir la collectivité, parce qu'ils ont déjà en place des secteurs, etc. Ce qui est important de savoir que dans cette phase d'aller-retour ou de remontée de vos demandes, toutes les demandes de modification seront étudiées par la Chambre d'agriculture, notamment pour vérifier leur compatibilité avec la méthodologie qu'on a mis en place, nous. Et qu'au final, ça sera une instance CAB, Chambre d'agriculture de Bretagne, qui fera les arbitrages finaux pour voir qu'est-ce qu'on va intégrer ou enlever du document. Qu'est-ce qu'on vous demande à vous, collectivité? 2 types de remontées, j'ai envie de dire. Des remontées pour nous faire remonter toute parcelle que vous jugerez compatible et qui, pour des raisons X, Y, plutôt techniques, ne se retrouvent pas dans notre document. Ça arrive, on l'a déjà vérifié parce que parfois, on peut avoir des anciens parcelles polluées qui apparaissent en zone agricole homos, par exemple, une ancienne décharge, etc., et qui du coup, nous, on a exclu, mais que ça pourrait justifier parce qu'il n'y a pas d'exploitation depuis un moment qu'elle rentre dans le document cadre. Voilà, je vous ai donné un exemple. Donc, toute parcelle qui semble respecter le décret du 8 avril et qui n'est pas introduit, ben, on est prêt à que vous ne les fassiez remonter, que ça... Voilà, que vous nous disiez, ben voilà, là, ça a une parcelle qui devrait plutôt faire partie du document cadre. Et aussi, dans l'autre sens, peut-être que nous, on a mis des parcelles qui résultent, mais qui voilà, par la vraie connaissance du terrain, aujourd'hui, elle est boisée, donc il n'y a peut-être plus raison ou d'autres choses. C'est, voilà, votre remontée peut aller dans les 2 sens, pour ajouter des parcelles comme pour les exclure. Et il ne faudra vraiment pas hésiter à revenir de toute manière, poser des questions, parce qu'en fait, par département, on aura un référent à lequel vous pourrez venir poser toutes vos questions et qui seront là aussi pour venir vous rencontrer pour des échanges, on va dire, en bilatéral. En fait, vous aurez du coup cette fiche géomatique que vous pourrez concerter, aller visionner directement. Et après, on vous transmettra les éléments de remontée, qui sera plutôt un fichier Excel ou alors voir avec la collectivité si vous souhaitez plutôt faire autre chose. Mais voilà, nous on a imaginé un support unique pour toute collectivité pour qu'on puisse collecter les données au niveau Bretagne et qu'on puisse après faire un traitement de réintroduction dans la carton un peu automatique. Voilà pour tout ce document cadre de la concertation. Alors, j'ai vu plein de petits messages, je pense qu'il va y avoir plein de questions. Oui. Régis ou Fabrice, allez-y. Oui, il y en a beaucoup. Alors, la première, c'est une notion de démantèlement. Donc c'est Madame Emmanuelle Le Gade, suite à du photovoltaïque sur bâtiment, le bâtiment demain change de destination. Est-ce qu'il y a un risque de démantèlement photovoltaïque du bâtiment? Alors là, du coup, on n'est pas forcément dans le cas du document cadre. Elle parle du panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, il aurait pu rentrer. De toute manière, il rentre dans le cadre registre du préfet normal avec un
tellement au bout de 30 ans. Mais là, on est plutôt dans le cas de l'agrivoltaïsme, si je ne m'abuse pas. Donc, non, pour enfin, moi, moi, Si, voilà, si je peux me permettre, Régis et Federica, la question, c'est plutôt une autorisation qui est faite dans le cadre d'un bâtiment agricole. Est-ce que s'il change de destination, il y a une obligation de démanteler? C'est Oui. plutôt ça la question. en théorie, oui, Régis, hein, vas-y. non, enfin, nous, on va pas obliger le démantèlement du photovoltaïque. C'est pas le sujet, en tout cas, d'aujourd'hui. Et voilà, c'était pour dire non, mais Mm. autre question. Donc, c'est Alix Lebray. Donc, je reprends mon fil. Donc, sur une EPCI auquel un terrain lui appartient, mais le terrain n'est pas cultivé depuis 2013, est-ce qu'il rentre dans la cartographie? Pas forcément, parce que ce qu'on a dit, c'est exploité ou exploitable. Ça signifie qu'il faudrait savoir pourquoi il n'est pas cultivé. S'il n'est pas cultivé parce qu'il y a une forte pollution ou que en fait, voilà, il y a d'autres raisons qui font que c'est un terrain inculte, dans ce cadre-là, oui, on pourrait retrouver à la discussion. S'il n'est pas exploité parce que depuis 2013, il aurait pu être exploité, mais qu'on n'a pas voulu mettre un exploitant ou pour d'autres raisons, là, c'est un terrain qui n'est pas inculte et qui, du coup, ne rentrera pas dans le document cadre. Il faut vraiment analyser les raisons de la non-exploitation. D'ailleurs, ce terrain-là, a priori, dans le MOS, s'il y avait une fauche, sauf si c'est une vraie friche et qu'il est un boisement, il sera probablement exclu plutôt par le MOS qui l'aura placé peut-être en zone agricole. Ou alors s'il est en Il y a zone la notion urbaine ou de, urbanisée. il y a la Hein? notion de potentiel agricole aussi. C'est ça. La notion de potentiel agricole, en fait, c'est important parce que c'est que on disait si le terrain est exploitable, qu'il y avait une possibilité de l'exploiter et que c'est d'autres raisons qui ont fait que ce n'est pas un terrain qui a vocation à accueillir du photovoltaïque au sol. Ok. Question suivante, la question de Céline Kukolski. Doit-on considérer comme agricoles des surfaces constructibles au PLU, mais exploitées? Alors, normalement, les surfaces urbaines, on les a exclues parce que le document parle bien des surfaces agricoles, naturelles et forestières. Ces points-là, c'est justement des points qu'il faut voir au cas par cas avec la collectivité. Euh, c'est pas parce que du moment, je vous ai dit, c'est un travail qu'on a fait sur des couches informatiques élaborées par d'autres, celles qui nous a mis à disposition l'État. Il faudra savoir si cette parcelle-là, elle était classée en zone urbaine, elle était exclue de non-document cadre. Parce qu'on ne s'occupe pas des zones agricoles, des zones urbaines. Ok. Donc, autre question qui était un peu en lien avec une question évoquée en agrivoltaïsme au sujet des trackers 2 axes. Je pense que Julie Guiton fait référence à la loi autour des 100 mètres d'exploitation agricole. Et notre doctrine restreint au sein des bâtiments. Voilà, donc est-ce que les trackers pourraient être installés dans la zone des 100 mètres autour Alors, des sites d'exploitation ou on reste sur notre doctrine au sein, qui après, est au sein des bâtiments? alors, le document cadre sur ces 100 mètres, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'après, c'est un peu une gymnastique à voir, ça fait partie des surfaces qui ne doivent pas être cartographiées. OK? Donc, ces zones de 100 mètres ne seront pas cartographiées.
Par contre, le document cadre reprenant l'arrêté et permettant, si parcelle non exploitée, non exploitable, on est toujours sur ce critère-là, à moins de soumettre des bâtiments, de fait, serait possible. Mais il faut être très clair. Après, la question des trackers, moi, ça m'interpelle toujours parce qu'aujourd'hui, les trackers sont pas bien identifiés. Le ministère sait bien qu'il y a eu un petit oubli parce que est-ce que quand on parle de tracker, est-ce qu'on va l'assimiler au photovoltaïque au sol, un tracker, ou est-ce que c'est autre chose? D'un point de vue urbain, on se pose souvent la question. Mais normalement, dans les documents cadres, ça sera dans les 100 mètres. Ça, c'est repris par le décret. Et très clairement, c'est le préfet, voilà, c'est permis, donc c'est permis par la loi, donc il faudra qu'on le permette. Mais très clairement, il n'y en aura pas énormément parce que c'est pas parce que c'est un exploitant que je peux la mettre sur la parcelle qui nous appartient à côté, qui souvent était quand même exploitée. Donc de fait, souvent les 100 mètres se réduiront à être vraiment sur le cours de ferme ou dans les délaissés autour de la ferme. Donc je pense que dans la réalité des cas, on aura peu de divergences avec notre document cadre. Ok. Merci. Question de Pauline Salvia autour des périmètres rapprochés de captage où seul le fauchage est autorisé. Sont-ils soumis à la doctrine? Alors, dans le cas du document cadre, très clairement, ces parcelles-là, des périmètres de captage, seront exclus du document cadre. Donc, en termes de photovoltaïque au sol, le décret comme il est écrit ne laisse pas de doute, donc c'est des parcelles sur lesquelles on ne pourra pas faire du photovoltaïque au sol. Voilà, Ça avait été évoqué aussi tout à l'heure en agrivoltaïsme, donc il faut rentrer par l'entrée agrivoltaïsme. Voilà. Ensuite, Raphaël Gauthier, sol inculte et friche agricole. N'y a-t-il pas un risque que les terres intéressantes d'un point de vue alimentaire partent en énergie? En termes de photovoltaïque au sol, non, parce que c'est ce que j'ai dit au départ, hein. On est vraiment sur des parcelles qui n'ont plus de potentiel ou qui n'ont pas eu jamais du potentiel de production. Par rapport à comment on a fait la carte, on sera sur des pourcentages très petits de surface vraiment ouverte. Et donc, a priori, si notre méthode fonctionne bien, il n'y aura pas, on ne devrait pas avoir ce risque-là. Voilà. Et puis, question de Marie-Hélène Philippe. Au niveau de la concertation, est-ce qu'il est prévu de rencontrer les associations de la protection de la nature? Donc ça, c'est une première question. Et ensuite, les réserves naturelles. Donc, voilà. Qu'en est-il des réserves naturelles? Elles n'ont pas été mentionnées dans la Quelle présentation. réserve? Alors après, voilà, par rapport à la consultation, cette concertation-là va se faire dans les CDPENAF, parce que les CDPENAF, a priori, chacun dans son département, le document 4 sera présenté avant la consultation officielle, pareil, donc ils auront l'information un petit peu avant. Donc les associations environnement sont représentées en CDPENAF, donc ils auront les éléments par ce biais-là. Et concernant les réserves naturelles, a priori, on a pris pas mal d'éléments. Une fois qu'on a enlevé tous les SNIEF, voilà, l'espace sensible, les zones humides, etc., il ne reste plus grand-chose, mais on pourra revoir ça dans les détails, dans le cadre de qu'est-ce qui a été enlevé, toutes les couches. Il faudra que je redemande précisément, mais voilà. Mais ça peut faire partie des choses remontées lors de la consultation. Ok. Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps pour une question, Fabrice. Oui, encore Voilà. 4-5 minutes. Ok. Donc, question de Antoine Pichon, c'est peut-être pour Loïc Guine, s'il est toujours là, pour pouvoir y répondre, en lien avec l'agrivoltaïsme, je pense, hein, cette question-là.
Donc, Monsieur Antoine Pichon mentionne que nous allons être sûrement obligés de faire évoluer notre doctrine photovoltaïque qui est très restrictive à 1 méga parce qu'aujourd'hui, économiquement, ça passe pas. Voilà, donc c'est une question voilà, qui a été qui était sous-jacente tout à l'heure, je crois, d'Antoine Pichon et je vais laisser peut-être, ce fera office aussi peut-être de conclusion avec Loïc là-dessus, sur le sujet des 1 méga. Voilà, Loïc. Oui, je suivais. Écoutez, ça peut paraître restrictif, mais je pense qu'aujourd'hui, on a en face de nous des développeurs, moi je les appelle pas des développeurs, je les appelle des financiers, qui sont pas là pour l'intérêt, ils sont là pour leur propre intérêt. Donc, si on les oblige pas à réfléchir, ils réfléchiront pas. Parce que je peux aller plus loin que l'histoire du 1 méga, je peux parler des pourcentages de couverture de terre. Si on veut continuer de faire de l'agriculture, il va falloir rentrer sur des domaines techniques, hein, comme la hauteur des panneaux, comme la largeur entre 2 rangées de panneaux. Et si on les oblige pas à réfléchir, écoutez, ils feront rien de plus. Donc voilà. Après, ce 1 méga, on n'est pas buté à 1 méga. Le sens de notre réflexion à 1 méga, c'était qu'on puisse permettre au maximum d'agriculteurs de pouvoir bénéficier, si je peux le dire comme ça, mais de pouvoir réfléchir à un projet chez eux. Parce que ça veut dire 1 méga, on doit être en 2 et 3 hectares de couverture, d'hectares utilisés. Donc voilà, et puis dans le quart d'heure, nous sommes en train de réfléchir avec le conseil régional. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va regarder les projets, mais on n'y donnera pas d'avis en CDP9. Hein. Enfin, c'est notre ambition pour prendre le temps de réfléchir. Donc voilà, je pense que les développeurs sont là, ils sont à la porte, ils toquent à la porte. Ouais, mais on va leur demander de patienter parce que les terres agricoles ne doivent pas partir comme ça sur d'autres utilisations sans qu'on ait une vraie réflexion pour continuer de faire de l'alimentaire. Voilà. Ok. Fabrice, je te laisse peut-être pour finir ouvrir les questions orales. Fabrice, j'ai une petite question parce que j'ai vu pas mal de choses dans le fil concernant les plans locaux d'urbanisme, comment on intègre tout ça, etc. Qu'est-ce qu'on fait une zone agricole qui était en zone un PLU, est-ce que de fait doit être dedans? Donc, juste rapidement, pour toutes les questions PLU, ces parcelles-là, en fait, document cadre aujourd'hui par rapport aux zones d'accélération, on par la suite vocation. Le document cadre, une fois approuvé, arrêté, etc., il a plutôt vocation à remonter dans les zones d'accélération. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas des collectivités, ils auraient mis des zones d'accélération aujourd'hui en zone solaire, que nous, on va les prendre dans le document cadre, parce que nous, on va appliquer la méthode qu'on vient de définir. Donc ça, c'est une première réponse. Et concernant les PLU, c'est vrai que nous, on était obligés de partir sur une base. Donc on a pris celle du Mons, elle est bonne ou pas bonne, on pourra en discuter. Une parcelle qui serait classée en zone naturelle, par contre, au PLU, ce n'est pas de fait une parcelle où on va mettre du panneau, parce que très souvent, on se retrouve avec des zones naturelles. Vous, celle qui citait le monsieur Lebret, elle n'était peut-être pas exploitée, mais très souvent, on se retrouve avec plein de parcelles agricoles en zone naturelle pour d'autres raisons. Donc non, cette couche-là ne sera pas prise en compte et n'ouvrira pas de droit, en fait, à la mise en place de documents cadres. Et je voyais une question qui va peut-être répondre à plusieurs. Ce qu'on a imaginé en termes de concertation, c'est qu'on va envoyer en fait des éléments mail, etc., à la direction, à la présidence de collectivité, mais qu'on va coupler cet envoi-là d'un envoi plutôt vers peut-être les conseillers énergie des collectivités. Et peut-être, voilà, et il y aura donc un double envoi un peu plus direction et un envoi plutôt vers les services techniques, on va dire, des collectivités. Voilà, Fabrice.
Je voyais Bon. les questions, donc je voulais répondre. Oui, oui, non, mais très bien. Et puis après, il y avait des questions assez précises. On les a notées. On reviendra vers les personnes qui ont pu pour des projets un peu très localisés. Il nous reste moins de 5 minutes. Il y avait 2 souhaits de prise de parole, mais c'est vrai que vu le timing, on voulait essayer de tenir le timing de midi pour clôturer, sauf si vraiment c'est une question très, très courte. Il y avait monsieur Antoine Pichon, mais j'ai l'impression que ça a été repris par le questionnement vers Loïc, les éléments. Votre micro est fermé, monsieur. Oui. Ouais, Voilà. Merci de me permettre effectivement de l'ouvrir. C'était juste, c'est le cas de le dire, de l'ouvrir. C'était juste pour répondre à Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de 35. Dans la réalité, effectivement, vous avez raison, ce sont des porteurs de projets. Ce sont des gens qui sont extérieurs à l'agriculture et qui vous sollicitent et qui sollicitent nos exploitants. Mais dans la réalité, tout n'est pas forcément mauvais. Je dirais que si on arrive à travailler de façon intelligente, justement avec une production agricole qui reste, et c'est pour ça, vous-même, vous êtes éleveur, je suppose que vous avez des Holstein, et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que sous ombrière, la Chambre d'agriculture peut nous dire, oui, on est capable de continuer à garder de la prairie ou pas, quel est l'écartement qu'il faut entre les ombrières, qu'est-ce qu'il faut imposer, je dirais, justement, aux porteurs et aux développeurs, qui sont certes des financiers, vous avez raison, mais la réalité économique française, mondiale, c'est la finance, de toute manière. Donc, il faut essayer de les contraindre, mais il faut essayer de les en fonction de nos besoins et de nos opérations. Notamment, effectivement, pour l'épandage, il faut garder de quoi faire un épandage entre les rangées, ça doit être faisable. Vous ne privilégiez que… alors, déjà… Enfin bon, si, ça a une certaine productivité, c'est bien, mais je pense que au plan, il ne faut pas s'interdire, voilà, cette possibilité qui est faite, effectivement, qui conduirait à prendre une surface importante, mais qui ne serait pas perdue pour l'agriculture. Elle serait en complément. Voilà, c'était mon point de vue, mais je sais que ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Voilà. Mais si je peux me permettre, je n'ai pas dit autre chose. Je veux simplement, parce que si vous voulez, dans les discussions de cette loi, de ces décrets, il est un moment question d'expérimentation avant de se lancer concrètement. Et je pense qu'on passe d'abord par le concret avant de passer par l'expérimentation. Très clairement, c'est ce qui est en train de se faire. Et parce qu'avec Régis Carluer et Fabrice et d'autres, on a rencontré le syndicat des énergéticiens, on a rencontré le conseil régional, on a rencontré plein de gens, et même les équipes ont rencontré les syndicats d'énergie de chaque département, et moi, ma demande, c'est qu'on les rencontre, et on va les mettre autour de la table avec la discussion autour du conseil régional, parce que le conseil régional est aussi en train de réécrire son Stradet, donc son schéma régional, donc il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et moi, mon ambition, c'est pas d'interdire pour interdire certains, parce que dès lors que vous voulez mettre certaines conditions pour vous faire respecter, pour qu'on vous respecte, hein, en fait, quand je dis pour vous, on vous respecte, c'est respecter l'agriculture, on vous considère comme un anti. Mais moi, je suis pas anti, j'ai dit, moi, je veux bien du photovoltaïque, mais à une condition qu'on puisse continuer de produire. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez ces gens-là, quand vous leur dites, eh bien, écoutez, moi, si je coupe de l'herbe, il me faut au minimum 10 mètres de large. Si je passe une moissonneuse, et encore, je ne fais qu'un aller avec 10 mètres de large. Donc, si je fais un aller-retour avec mon matériel, il me faut 20 mètres. Une moissonneuse, il me faut au minimum 15 mètres pour faire un aller-retour. Et aujourd'hui, les machines grossissent. Si je ne suis pas en agriculture biologique, si je suis en agriculture conventionnelle, que je veux cultiver du maïs entre ces panneaux-là, eh bien, quand je vais faire désherber mon maïs par des produits phyto de synthèse, là, l'entrepreneur, il va arriver avec un 27 mètres, 24, 27 mètres de large. Donc, ça veut dire comment on pousse les développeurs à réfléchir à ces genres de largeur. Et pour que pour qu'au final ce soit OK, rentable. Mais ça veut dire il y a certaines conditions à revoir. Parce que si
Si on les laisse faire, tous les outils que je viens d'énumérer, on les passe plus dans les champs, quoi, si vous voulez. Et on va se retrouver avec des projets, parce que les projets qui nous arrivent aujourd'hui, c'est des projets où il y avait peut-être de l'élevage bovin, mais on y met du mouton. C'est des projets qui sont portés, le locataire à 60 ans ou 62 ans et le propriétaire en a 85. Donc il y a des moments où on voit bien que c'est déjà même plus des projets à terme agricoles. Donc voilà, c'est pas de dire que la finance n'aura pas raison parce que je suis tout petit et puis voilà, mais il y a un moment, il faut peut-être que on arrive à leur tordre juste un peu le cou. Je vais prendre un exemple, alors, comparaison ne vaut pas raison peut-être, mais les méthaniseurs bretons, et il y a peut-être sans doute beaucoup de choses à dire sur la méthanisation et il y a beaucoup d'expressions sur la méthanisation, mais les méthaniseurs bretons se sont battus pour avoir un prix supérieur lorsqu'ils mettent un minimum d'effluent d'élevage, c'est-à-dire du fumier ou du lisier dans le méthaniseur. Mais si ce n'était pas battu, s'ils avaient laissé faire, eh bien, ma foi, aujourd'hui, ils auraient peut-être plutôt intérêt peut-être à vendre les vaches et les cochons et de mettre que du végétal. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on peut peut-être faire avancer. Tout à fait, d'accord. Merci beaucoup, merci. Très intéressante webinaire, merci. Bien, moi, je pense que les midis sont arrivés. Je m'excuse, il y avait peut-être encore d'autres questions, mais on veut essayer de tenir un peu le timing. Peut-être juste avant de laisser la parole pour le mot de la fin donc à Loïc Guine. Donc redire que vous pouvez trouver nos informations via la newsletter qu'on envoie tous les 2 mois et demi auprès des collectivités. La dernière date de juin, la prochaine devrait partir fin de cette semaine. L'idée, c'est d'apporter de l'information, des témoignages, de l'actualité réglementaire ou autre de manière régulière vers les collectivités. Ces newsletters, vous pouvez bien sûr vous inscrire si vous ne la recevez pas et puis la retrouver sur notre site internet dédié aux collectivités où on s'efforce de mettre de l'actualité, d'être sur de l'information utile pour vous. Donc, sur le site www.agriculture-collectivité.bzh. Voilà. Et bien sûr, retrouver nos antennes locales s'il y a des éléments. Et pour vis-à-vis de ce webinaire, les 4 référents techniques que l'on a pu indiquer tout à l'heure. Je laisse le mot de la fin à Loïc. Oui, non, enfin, je vais pas rajouter grand-chose. Je pense que c'est pas un travail facile. C'est un travail qui va demander de la concertation entre vous et nous. Voilà, et surtout que si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions et si vous en avez encore d'autres, je pense que Fabrice vient de donner les coordonnées avec lesquelles vous pouvez nous joindre et c'est surtout ça qu'il faut ne pas hésiter à faire parce que plus tôt et plus on arrivera à se comprendre et à déminer un certain nombre de sujets, bien mieux ça vaudra. Voilà, je vais pas refaire le déroulé, mais voilà. C'est concertation, et pour qu'on arrive à travailler. Et puis, si je peux finir, il se trouve que pour avoir par intermédiaire croisé des responsables d'EDF les semaines passées, aujourd'hui, on vend beaucoup d'électricité dans nos pays voisins. Et en gros, pour EDF, le renouvelable aujourd'hui, c'est la cerise, c'est la gourmandise, je vais le dire comme ça. D'ici 2035, on aura suffisamment d'électricité avec le nucléaire. Donc, ça peut poser beaucoup de questions sur tout ce qu'on fait de renouvelable aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci à tout le monde, en tout cas, pour votre participation et pour les questions techniques ou soit d'échange. Donc, on vous a cité vos interlocuteurs, vous les connaissez habituels ou les 4 personnes interlocuteurs pour le document cadre. Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Au revoir.